Bonjour, bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. Donc, nous allons voir l'application de la théorie de Dirac aux hydrogénoïdes, ou plutôt les résultats. Les hydrogénoïdes, c'est l'atome d'hydrogène, mais aussi tout noyau avec un seul électron autour, donc un atome ionisé ne gardant plus qu'un seul électron, et qui donc se comporte comme l'hydrogène, si ce n'est que le noyau comporte éventuellement beaucoup de protons. Cette application est essentiellement calculatoire. On a une théorie, on a un potentiel, le potentiel du noyau, et on calcule la fonction d'onde et niveau d'énergie. C'est donc très très calculatoire, et évidemment je ne donnerai pas les détails, donc ça sera assez court, mais c'est tout de même intéressant à citer. Alors tout d'abord, en physique atomique, l'échelle typique, c'est le rayon de Bohr, 0,53 angstrom. Et celui-ci vaut 137 fois la longueur de Compton des électrons. Nous avons vu qu'il y avait des difficultés lorsqu'on essayait de localiser plus précisément les électrons que la longueur de Compton, les états d'énergie négative se manifestant. Ici, on est 137 fois plus grand, on ne devrait pas rencontrer ces difficultés. Donc la théorie devrait pouvoir s'appliquer sans problème. Alors, rappelons qu'avec Schrödinger, on trouve des états d'énergie epsilon NL qui sont donnés par moins mz, c'est le nombre de protons, alpha au carré, divisé par 2n carré. N étant un nombre entier, 1, 2, 3, etc. On peut appliquer Klein-Gordon à la même situation, et c'est même relativement facile parce que après avoir pu triturer l'équation, on peut retrouver l'équation de Schrödinger après avoir fait un changement de variable, on modifie certaines variables et on retrouve une équation tout à fait identique, ce qui permet de retrouver l'équation de Klein-Gordon. Ce qui est intéressant de noter, c'est que dans ce cas-là, les niveaux d'énergie, en fonction des deux nombres quantiques n et l, sont m, la masse de l'électron, mc carré, parce qu'on pose c égale à 1, donc c'est l'énergie propre de l'électron, moins epsilon nl, en retirant le signe moins ici, donc plus epsilon nl, plus un terme qui dépend de L. Donc, les états de Schrödinger sont dégénérés, c'est-à-dire que pour les différentes valeurs du moment orbital, on a le même niveau d'énergie à n donné. Tandis que dans le cas de Klein-Gordon, l'énergie varie en fonction du moment angulaire orbital. Une des raisons à cela, c'est que cette dégénérescence est liée à une symétrie un peu particulière dans les systèmes sphériques et que, à cause de la relativité, cette symétrie est violée. Alors, il est utile d'aller plus loin avec Klein-Gordon parce que quand on confronte aux résultats expérimentaux, on constate des écarts relativement importants. Donc, toute évidence, la théorie de Klein-Gordon ne convient pas, simplement parce que les électrons ont un spin et que le spin n'est pas négligeable. Donc on peut appliquer la théorie de Dirac, donc on prend le potentiel d'un électron autour d'un noyau, on a l'équation, on résout l'équation, les calculs sont assez lourds. Alors je vous donne les résultats. Pour, en notation spectroscopique, les états 1s, 1,5 pour le spin, le moment orbital, 2s, 1,5, et 3s, 1,5, on obtient des valeurs qui sont identiques à la théorie de Schrödinger. Et normalement, la théorie de Schrödinger dit que pour les états P, c'est-à-dire avec un moment orbital L différent, on obtient les mêmes valeurs. La théorie de Dirac dit que, comme pour Klein-Gordon, on a un écart d'énergie de P 1,5
2P 3 demi, 3P 1 demi, 3P 3 demi. Et de même pour les états D, etc. Et cet écart, qui est d'une valeur relativement faible, est appelée la structure fine du spectre des hydrogénoïdes. Et elle est bien vérifiée par l'expérience. Donc, ce fut un beau succès de la théorie de Dirac que de prédire et de vérifier cette structure fine dans les spectres des atomes. Notons que pour être confronté à l'expérience, d'autres effets interviennent, tels que l'effet Lamb, qui est un décalage, et une structure hyper fine qui découpe encore ces états, mais pour lesquels il faut faire intervenir des calculs plus pointus ou la théorie quantique des champs. Donc, la théorie de Dirac prédit cette structure fine. Et on peut vérifier que si on prend un atome, on a un électron qui tourne autour. Cet électron a un moment magnétique orbital, du fait qu'il est en orbite autour du noyau. Et il a un spin, ce qui fait qu'il a un moment magnétique. Et les deux moments magnétiques vont interagir. C'est ce qu'on appelle l'interaction spin-orbite. Et on peut calculer en détail cette interaction et on vérifie que ça correspond effectivement à la structure fine donnée par la théorie de Dirac. Donc la théorie de Dirac intègre harmonieusement les propriétés de la particule quantique et les effets du spin dans un cadre relativiste. On peut aussi calculer les fonctions d'onde. Là aussi les calculs sont fort lourds. On peut calculer les fonctions d'onde données par la théorie de Dirac. Et ce qu'on constate, c'est que elles sont différentes de Schrödinger, mais dans le régime non relativiste, donc quand on passe à la limite pour revenir à une théorie classique, on retrouve les fonctions d'onde données par la théorie de Schrödinger multipliées par les spineurs de Pauli, ce qui est normal puisque nous avons le spin de l'électron. Donc tout est cohérent. Un petit détail près, quand on regarde les fonctions d'onde en détail, on constate qu'elles ont une singularité à l'origine, singularité où les valeurs deviennent infinies, c'est donc non physique, mais ces valeurs anormales se produisent dans une toute petite région. C'est typiquement encore un des effets des difficultés que nous avons avec la théorie, avec les états négatifs. Et on peut calculer assez facilement que la zone dans laquelle on constate ces grandeurs normales est de l'ordre de 10 exposant moins 20 000 fois la taille de l'atome. Pardon, la taille de l'atome divisé par 10 exposant moins 20 000. Décidément, excusez-moi, c'est un négatif, donc c'est A0 fois 10 exposant moins 20 000. Donc, c'est 0,00020 Donc c'est un nombre extraordinairement petit. C'est donc une région infinitésimale où la théorie dérape. On peut la négliger, ou même si on en tient compte dans les calculs, parce que bien souvent, il est plus facile de mener les calculs, par exemple des calculs d'intégrale entre 0 et l'infini, sans se préoccuper d'une petite zone à enlever. Cette zone est tellement petite qu'elle n'influence pas les résultats de manière significative ou mesurable. Donc la théorie marche très bien. Il n'empêche que nous avons toujours notre problème des états négatifs, d'énergie négative avec la théorie. Nous avons toujours ce souci. Et donc, dans la prochaine vidéo, nous allons enfin nous y attaquer. Nous verrons comment Dirac a réinterprété ces états d'énergie négative, et nous verrons une symétrie importante qui s'appelle la conjugaison de charge. Je vous remercie.